comment ne plus être fatigué et comprendre les causes occultes de la fatigue. J'ai écrit un texte sur ce sujet que je vais vous lire. Il est possible que vous n'ayez pas tout le vocabulaire que je vais employer, mais vous pouvez vous référer à Internet pour trouver les mots que j'utilise, que vous ne connaîtrez pas, car certains mots sont issus du vocabulaire ésotérique. La fatigue est un affaiblissement général des corps que compose l'homme. Elle est due à une mauvaise gestion de l'énergie. L'expression courante « je n'ai plus d'énergie, je suis trop fatigué » est tout à fait juste. Premièrement, il faut savoir qu'il y a différents types de fatigue. La fatigue purement physique est due à l'effort et à l'accumulation de travail musculaire. La succession de contractions limite la circulation sanguine dans le muscle. Moins oxygéné, le muscle continue pourtant d'utiliser du glucose pour fonctionner. C'est cette consommation sans oxygène qui libère de l'acide lactique. Si la circulation sanguine n'est pas suffisante pour évacuer ce déchet, il irrite les terminations nerveuses et crée la sensation de brûlure. Le sommeil et le repos permettent de régénérer le corps en éliminant l'acide lactique et permet aussi aux tissus musculaires de se reconstruire grâce aux hormones de croissance. Le relâchement des muscles favorise la régénération des cellules musculaires. Le sommeil améliore et régénère le système immunitaire, ce qui est bénéfique pour lutter contre les infections. Pendant le sommeil profond, l'énergie est conservée, la dépense énergétique diminue et il y a multiplication cellulaire. Avant la révolution industrielle et la technologisation des sociétés, cette fatigue était la seule à affecter l'homme. D'autre part, la fatigue physique était également due aux carences énergétiques de plusieurs nutriments, le fer, le zinc, le calcium, le magnésium et les vitamines du complexe B, qui interviennent normalement pour équilibrer le processus chimique du cerveau. La fatigue est également observée lorsque l'énergie vitale qui circule dans les corps n'est pas en mouvement, lorsqu'elle n'est pas mise en action. Les énergies doivent subir des forces extérieures pour qu'elles puissent énergiser le corps, sinon elles ne s'expriment pas et sont consommées, ce qui explique pourquoi l'inactivité prolongée induit une fatigue chronique. L'action des corps est nécessaire, tant par le travail mental que par le travail physique. À ce sujet, les distractions provoquées par les désirs psychologiques, pléonasme, sont le fruit de la fatigue et de l'inaction. Il est bien plus dangereux de gaspiller ces énergies en ne les faisant pas circuler que de les utiliser trop intensément, car dans ce dernier cas, elles finissent par se régénérer avec le temps, tandis que la psychologie du moindre effort est une mécanique des forces involutives qui empêchent l'homme de progresser. Tout au long de la journée, nous utilisons un stock limité d'énergie intentionnelle, qui est de l'énergie mentale exprimant la volonté. En utilisant cette force, l'ego finit par s'épuiser et cherche à économiser de l'énergie en devenant inactif, entraînant la paresse. Une des principales causes de la fatigue est l'importantiation, liée aux énergies involutives, mécanisme de l'ego provenant de la psychologie. Au cours de leur journée, les individus utilisent une quantité considérable d'énergie à accorder de l'importance à ce qu'ils croient avoir de la valeur. Lorsque un individu aspire à bien vivre et à bien faire, il est de bonne volonté, c'est-à-dire qu'il est influencé par le collectif. Il accorde de l'importance aux choses de la vie, craint de perdre ses biens, ses amis, ses membres de sa famille. Il cherche impérativement à se comporter correctement en société pour éviter la honte. Il veut être considéré normal, voire meilleur que les autres, ou accomplir davantage, animé par des objectifs induits par les désirs collectifs. Le fait de considérer que de nombreuses choses sont importantes dans la vie conduit à consacrer sa pensée, son temps, sa mémoire et donc son énergie. L'énergie vitale, mentale ou astrale se vide progressivement au cours de la journée lorsque l'individu se focalise non pas sur ce qu'il doit faire dans le présent, mais sur la façon dont il devrait faire telle ou telle chose, sur ses souvenirs, sur ses émotions passées et sur ses interactions avec autrui. En attribuant de l'importance et donc de l'énergie psychologique à ces événements, il enrichit sa mémoire et renforce encore plus la sensibilité de son ego, qui croit de plus en plus être l'homme réel. La seule chose réellement importante est la vie elle-même, c'est-à-dire l'instant présent, qui n'existe pas dans un espace-temps donné et qui ne peut être connu.
L'homme ne peut mémoriser l'expérience de la vie, il ne retient que des pensées associées à des émotions. Ce qui lui permet de se remémorer ce qu'il a vécu et de croire qu'il sait ce qu'il vit. Et qu'il sait ce qu'est vivre. Mais la véritable vie ne laisse aucun souvenir, car la conscience instantanée utilise l'intelligence et non l'émotivité et l'observation mentale. L'homme a oublié que la vie est la seule chose importante, car dans son confort matériel, il ne réalise pas tout le travail fait par les autres pour qu'il puisse alimenter son propre pilier de vie en énergie vitale, le corps physique. Cependant, la question de savoir pourquoi nous vivons, lorsqu'on remonte à la source, n'est pas importante. Peu importe pourquoi l'homme vit, ce qui compte est que cela soit utile. En effet, il n'existe que des choses utiles, qui peuvent devenir nécessaires selon les situations, ou superflues si elles ne peuvent pas servir à l'évolution humaine. Par exemple, si j'ai acheté un sécateur il y a 10 ans, lorsque je vivais dans une maison avec jardin, et que maintenant je vis dans un appartement centre-ville, garder le sécateur avec moi, bien qu'il ne me soit plus utile, en fait un objet qui est devenu superflu. Manger est utile, mais si j'accorde trop d'importance à cet état de fait, je risque de devenir gras et de mal m'alimenter. Dans les contextes de survie, ce qui tue le plus n'est pas le manque d'acquisition d'énergie vitale, mais la trop grande dépense personnelle de sa propre énergie par le stress et la peur, qui engendrent la maladie et consomment le corps physique jusqu'à le rendre inapte, c'est-à-dire la mort. Par exemple, les marins qui traversaient les mers et les océans depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne ne mouraient pas de faim, mais de maladies causées par le stress et la peur des conditions de navigation. Ces marins canalisaient leur énergie sur les futurs possibles, sur les événements tragiques qui pourraient arriver, empoisonnant leur corps. D'autre part, lorsqu'une personne accorde de l'importance à ses possessions matérielles, elle remplace leur utilité par une valeur émotionnelle. Automatiquement, cela devient un poids pour la conscience et restreint l'homme dans un cadre sécuritaire. La matière et les possessions sont des outils utiles pour l'homme, mais celui-ci ne doit pas leur accorder d'importance, car sinon il énergise la matière par l'émotion. La personne devient alors un riche qui aurait peur de perdre sa fortune, ou comme un dictateur qui craindrait de perdre son pouvoir. En comprenant une vision à long terme non polarisée, on réalise que les choses viennent puis s'en vont. Tout est utile, mais seulement dans un contexte particulier. Il est crucial d'adopter une attitude et un mode de vie minimaliste, car cela soulage la psychologie d'un immense fardeau, libère de l'espace et facilite l'obtention d'une conscience tranquille. De plus, une chose qui fut utile mais qui ne l'est plus ne conserve de l'importance que par la mémoire. Lorsque quelqu'un pense à cette chose, il stimule l'astral pour se sécuriser, mais cela comporte le risque de souffrir en s'attachant à cette chose. Le stress est le premier symptôme de l'accumulation d'objets inutiles. Le principe s'applique uniquement aux possessions matérielles. Il est judicieux d'être minimaliste tout en continuant de créer des situations pour attirer plus d'énergie à soi. D'autre part, une personne qui entreprend un projet important, nécessitant une énergie intentionnelle de création, va souvent chercher à puiser de l'énergie chez les autres pour les impliquer dans le projet. En effet, lors du premier contact avec cette intention, l'homme n'a généralement pas suffisamment d'énergie pour le mener à bien. Par la mentalisation du projet, il risque même de perdre toute sa force d'action. Ainsi, en récupérant de l'énergie, que ce soit de l'argent ou des énergies psychologiques, la personne peut acquérir la capacité nécessaire pour réussir son projet. De plus, lorsque quelqu'un a un ego peu confiant, il ressent souvent le besoin de demander aux autres leur avis sur la validité de l'idée derrière le projet, afin de nourrir son ego et de sécréter les hormones qui facilitent l'action. Les organisations communautaires dont les objectifs sont similaires existent pour que chaque membre du collectif soit énergisé par celui-ci, leur offrant ainsi une force incommensurable. L'éducation crée aussi des habitudes dans la conscience des éduqués qui sont parfois totalement inutiles, énergivores. Les mauvaises habitudes matinales conduisent à avoir des difficultés à se lever le matin. L'homme intelligent remplace les habitudes par des rituels, c'est-à-dire par des séquences d'activités efficaces où l'utilisation de l'énergie est optimisée et où le temps qu'il passe pour réaliser chaque action n'est pas parasité par des distractions. La mise en place des rituels est difficile, car l'homme et son ego sont habitués à vivre des habitudes qui les complaisent dans le confort immédiat et la flemmardise. Plus l'homme évolue et entre en contact avec son esprit, plus il trouve l'énergie nécessaire pour améliorer ses conditions de vie. L'instruction crée des hommes et des femmes libres,
tandis que l'éducation crée des esclaves en assurant la formation et le développement de l'être humain selon un contexte social qui limite sa capacité à penser par lui-même. En revanche, l'instruction donne les outils à l'humain pour qu'il réussisse en lui formant un mental individuel et personnifié. Les croyances aussi consomment de l'énergie, qu'elles soient limitantes ou non, car elles restreignent l'homme dans son expression et dans ses possibilités d'action. Quand l'homme croit, il ne sait pas ce qu'il doit faire ni ce qui est nécessaire ou non. Si l'homme a accumulé beaucoup d'expériences au cours de sa vie et qu'il a évolué tout en conservant ses croyances, il atteindra un point où il ne pourra rien accepter de nouveau, étant toujours restreint dans sa connaissance et dans ce qu'il croit être vrai, sa propre vérité. C'est ce qui arrive souvent chez les personnes qui vieillissent, où une barrière mentale se crée dans leur psychologie, les empêchant de reconnaître la réalité qui ne correspond pas à leurs croyances. La croyance est non seulement limitante, mais teinte aussi le processus de réflexion d'énergie, car l'homme qui croit est souvent en dissonance avec l'extérieur. Il peut gaspiller de l'énergie dans des actions inutiles et se retrouver manipulé par la conscience collective, influencé par son éducation et son formatage qui le conduisent vers l'irrationnel, la bêtise et l'aliénation. Seul le réel compte, ce qui n'est pas influencé par les mémoires planétaires. Enfin, on obtient toujours plus d'énergie par l'action que par la mentalisation théorique. Face à une situation, celui qui agit rapidement se trompe rarement, alors que celui qui analyse les faits finit souvent par agir par peur. Ce processus de réflexion fait intervenir l'ego et les mémoires, conduisant son corps à la peur et au doute, perdant ainsi la clarté de son pragmatisme mental pour agir selon ses croyances. Cette action entraîne souvent des conséquences négatives. L'homme qui a l'intention d'accomplir une action pour accumuler de l'énergie crée un contexte karmique qui lui redonnera de l'énergie sous une forme différente de celle qu'il a consommée en échange. Quelqu'un qui travaille intelligemment échange son énergie vitale contre de l'énergie monétaire de manière efficace. Le stress est un autre facteur négatif qui draine de l'énergie. C'est un ensemble de réactions physiques, physiologiques de l'organisme, à la fois émotionnelles et physiques, face à une situation particulière que l'on dit stressante. Cette réaction émane de l'ego qui ressent de la peur, constituant une réponse dénuée d'intelligence, car elle puise dans les énergies vitales pour sécréter des hormones, du cortisol. Pour se libérer du stress et de la peur, comme pour tous les mécanismes psychologiques, il est essentiel que le corps mental de l'homme prenne le contrôle sur le système endocrinien et domine sur son corps astral. Cela signifie que les conditions expérientielles qu'il subit ne l'affectent plus. Ainsi, il peut réagir et interagir avec l'extérieur de manière intelligente, sans stress ni peur. Lorsque l'homme commence à travailler sur cette mécanique et à en prendre conscience, il développe un décodeur qui lui permet de reconnaître par quel type d'énergie il est influencé, qu'elle soit mentale, psychologique, etc. En utilisant ce décodeur, il cesse de s'identifier à son ego, car il comprend que ce dernier n'est pas lui-même. Il perçoit plutôt les différents plans qui l'animent. Cependant, un piège auquel il doit rester vigilant au début de ce processus est que si par confusion l'homme qui se détache progressivement de son ego n'alimente plus suffisamment son corps astral avec ses désirs émotifs et ses habitudes habituelles pour maintenir son énergie, il risque de retomber dans une dynamique involutive. Cette perte d'énergie sur les différents plans entraîne une stagnation évolutive. Le mental ne peut pas soutenir l'intelligence car sa capacité d'expression énergétique est diminuée par le manque d'énergie du corps astral. L'ego est le noyau de l'âme, mais il est possible de le transcender tout en alimentant adéquatement en énergie le corps astral, notamment par des interactions avec des personnes vibratoirement affines ou par des activités comme la sexualité. Un des défis majeurs pour ceux qui s'élèvent en conscience est que plus ils progressent, moins ils trouvent de personnes capables de s'harmoniser énergétiquement avec eux, car leur vibration devient trop élevée. En revanche, les autres peuvent drainer leur énergie vitale sans difficulté. Lorsqu'un homme atteint un niveau d'intelligence suffisant, il devient capable de percevoir automatiquement quand il utilise son énergie de manière intelligente et quand il l'utilise de manière stupide, car le décodeur de son mental l'informe des actions incohérentes qu'il devrait éviter. L'incohérence dans les échanges d'énergie se produit lorsque la quantité d'énergie échangée d'une personne à une autre est inférieure ou supérieure à ce qu'elle reçoit en retour. Perdre ou drainer ne sont pas des alternatives viables. Le seul échange qui soit bon est un état d'équilibre immédiat ou un état qui induit une évolution, c'est-à-dire l'investissement.
À long terme, si l'énergie revient en quantité dans un contexte où cet investissement ne nuit pas à l'organisation évolutive de la société, alors cette action est écologique et il n'y aura pas de retour karmique négatif. Lorsque l'homme prend conscience qu'il est stressé, il doit s'observer et rechercher la cause profonde derrière ce stress. Il ne s'agit pas de rester en surface, mais de comprendre profondément les causes psychologiques afin que le mental de l'homme puisse prendre le contrôle pour apaiser l'ego.